Deuxième sous-titre, le cycle romain. Rome naît au moment où se manifeste un peu partout dans les antiques civilisations traditionnelles la crise dont nous avons déjà parlé. Et si l'on fait abstraction du Saint-Empire romain, qui correspond d'ailleurs dans une large mesure à une reprise de l'ancienne idée romaine, Rome apparaît comme la dernière grande réaction contre ces crises, la tentative victorieuse pendant un cycle entier d'échapper aux forces de décadence déjà actives dans les civilisations méditerranéennes et d'organiser un ensemble de peuples en réalisant, sous une forme plus solide et plus grandiose, ce que la puissance d'Alexandre le Grand n'avait pu réussir que durant une brève période. On ne peut comprendre la signification de Rome si l'on ne perçoit pas d'abord la différence qui sépare la ligne centrale de son développement des traditions propres à la plupart des peuples de l'Italie au milieu desquels Rome naquit et s'affirma. Ainsi qu'on l'a justement remarqué, on prétend que l'Italie pré-romaine fut habitée seulement par des Étrusques, des Sabins, des Osques, des Sabelles, des Volsques, des Samnites, et au sud par des Phéniciens, des Sicules, des Sicanes, des immigrés grecs, syriaques, etc. Et voilà que tout d'un coup, sans qu'on sache ni pourquoi ni comment, une lutte éclate contre presque toutes ces populations, contre leur culte, leur conception du droit, leur prétention à la puissance politique. Un nouveau principe apparaît qui a le pouvoir de tout assujettir, de transformer profondément l'ancien en témoignant d'une force d'expansion ayant le même caractère inéluctable que les grandes forces des choses. De l'origine de ce principe, il n'est jamais question, ou si l'on en parle, on en parle sur un plan empirique accessoire, ce qui est pire que de n'en pas parler du tout, de sorte que ceux qui préfèrent s'arrêter devant le miracle romain comme devant un fait à admirer, plutôt qu'à expliquer, prennent encore le parti le plus sage. Derrière la grandeur de Rome, nous voyons au contraire, quant à nous, les forces du cyclariat occidental et héroïque. Derrière sa décadence, nous voyons l'altération de ces mêmes forces. Il est évident que dans un monde désormais mélangé et déjà loin des origines, il faut essentiellement se référer à une idée supra-historique, susceptible néanmoins d'exercer dans l'histoire une action formatrice. C'est en ce sens qu'on peut parler de la présence à Rome d'un élément arien et de sa lutte contre les puissances du Sud. La recherche ne peut donc prendre ici pour base le simple fait racial et ethnique. Il est certain qu'en Italie, avant les migrations celtiques et le cycle étrusque, apparurent des noyaux dérivant directement de la race boréale occidentale, et qui eurent en face de races aborigènes ou de ramifications crépusculaires de la civilisation paléo-méditerranéenne d'origine atlantéenne, la même signification que l'apparition des Doriens et des Achéens en Grèce. Les traces qui subsistent de ces noyaux, surtout en matière de symboles, par exemple dans les découvertes du Val Camonica, se rattachent manifestement au cycle hyperboréen et à la civilisation du renne et de la hache. Il est probable en outre que les anciens latins, au sens strict du terme, représentèrent une veine survivante ou une résurgence de ces noyaux qui s'étaient mélangés, sous diverses formes, avec les autres populations italiques. Mais cela mis à part, c'est surtout au plan de la race de l'esprit qu'il faut se reporter. C'est le type de la civilisation romaine et de l'homme romain qui peut attester de façon certaine la présence et la puissance dans cette civilisation de la force même qui fut au centre des cycles héroïco-uraniens d'origine nordico-occidentale. Autant est douteuse l'homogénéité raciale de la Rome des origines, autant est tangible l'action formatrice que cette force exerça d'une façon décisive et profonde sur la matière à laquelle elle s'appliqua, en l'assimilant, en l'élevant et en la différenciant de ce qui appartenait à un monde différent. Nombreux sont les éléments qui témoignent d'une relation entre, d'une part, les civilisations italiques parmi lesquelles naquit Rome, et ce qui fut conservé de ces civilisations dans la première romanité, et d'autre part, les variantes telluriques, aphrodisiennes et démétriennes des civilisations tellurico-méridionales. Le culte de la déesse, que la Grèce doit surtout à sa composante pélagienne, constitua vraisemblablement la caractéristique prédominante des Sicules et des Sabins. La principale divinité sabine est la déesse chtonienne Fortuna, qui réapparaît sous les formes de Horta, Féronia, Vesuna, Eruntas, Hora, Héra et Junon, Vénus,
Cérès, Bona, Dea, Déméter ne sont au fond que des réincarnations du même principe divin. C'est un fait que le plus ancien calendrier romain fut de type lunaire, que les premiers mythes romains furent très riches de figures féminines. Mater Matuta, Luna, Diane, l'égérie, etc., et que dans les traditions relatives notamment à Mars, Hercule et Flora, à Hercule et Larentia, à Nouma et à l'égérie, circule le thème archaïque de la dépendance du masculin par rapport au féminin. Ces mythes se rattachent toutefois à des traditions pré-romaines, comme la légende de Tanakil, d'origine étrusque, où apparaît le type de la femme royale asiatico-méditerranéenne que Rome chercha par la suite à purifier de ses traits aphrodisiens et à transformer en symbole de toutes les vertus des matrones. Mais de semblables transformations, qui s'imposèrent à la romanité à l'égard de ce qui était, dans ce qu'elle trouva incompatible avec son esprit, n'empêchent pas de distinguer sous la couche la plus récente du mythe une couche plus ancienne appartenant à une civilisation opposée à la civilisation romaine. Cette couche se révèle notamment à travers certaines particularités de la Rome antique, telles que la succession royale par voie féminine ou le rôle joué par les femmes dans l'accession au trône, notamment lorsqu'il s'agit de dynasties étrangères ou de rois portant des noms plébéens. Il est caractéristique que Servius Tullius, parvenu au pouvoir grâce à une femme et défenseur de la liberté plébéienne, aurait été, selon la légende, un bâtard conçu dans une de ces fêtes orgiaques d'esclaves qui se rattachait précisément à Rome à des divinités de type méridional et célébrait le retour des hommes à la loi d'égalité universelle et de promiscuité qui est celle de la grande mère de la vie. Les Étrusques, et dans une assez large mesure les Sabins, présentent des traces de matriarcat. Comme en Crète, les inscriptions indiquent souvent la filiation avec le nom de la mère et non pas celui du père, et en tout cas, la femme est spécialement honorée et jouit d'une autorité, d'une importance et d'une liberté particulière. Nombreuses sont les villes d'Italie qui avaient des femmes pour éponymes. La coexistence du rite de l'inhumation et de l'incinération fait partie de nombreux signes qui attestent la présence de deux couches superposées, correspondant probablement à une conception uranienne et à une conception démétrienne du post-mortem. Couches mélangées mais qui pourtant ne se confondent pas. Le caractère sacré et l'autorité des matrones, qui se conservèrent à Rome, ne sont pas à proprement parler romains, mais trahissent plutôt la composante pré-romaine, gynécocratique, qui est toutefois subordonnée dans la nouvelle civilisation au pur droit paternel et remise à sa place exacte. Dans d'autres cas, on constate au contraire un processus opposé. Le Saturne Chronos romain, tout en conservant quelques-uns de ses traits originels, apparaît d'autre part comme un démon tellurique, époux d'Ops, la Terre. La même remarque pourrait s'appliquer à Mars et aux divers aspects souvent contradictoires du culte d'Hercule. Selon toute probabilité, Vesta est une transposition féminine due également à l'influence méridionale de la divinité du feu, qui eut toujours chez les Ariens un caractère mâle et uranien. Transposition qui aboutit finalement à associer cette divinité à Bona Dea, adorée comme déesse de la terre et célébrée secrètement de nuit, avec interdiction à tout homme d'assister à ce culte et même de prononcer le nom de la déesse. La tradition attribue à un roi non romain, au Sabin Titus Status, l'introduction à Rome des plus importants cultes telluriques comme ceux d'Ops et de Flore, de Rhea et de Juno Curis, de Luna, de Chronos chtonien, de Diane chtonienne et de Vulcain, et même celui des Lares. Tout comme on doit au livre sibyllin d'origine asiatico-méridionale, solidaire de la partie plébéienne de la religion romaine, l'introduction de la Grande Mère et d'autres grandes divinités du cycle chtonien telles que Dis, Pater, Flore, Saturne et la triade Cérès, Liber, Libera. La forte composante préarienne, égéo-pélagienne et en partie atlantique, reconnaissable même du point de vue ethnique et philologique chez les peuples que Rome trouva en Italie, est d'ailleurs un fait avéré, et le rapport de ces peuples avec le noyau romain originel est absolument identique à celui qui existe en Grèce entre les Pélages et les souches achéennes et doriennes. Selon une certaine tradition, les Pélages dispersés passèrent souvent comme esclaves chez d'autres peuples. Dans la Lucanie,
et dans le Brutium, ils constituèrent la plus grande partie des Brutis, soumis aux Sabéliens et aux Samnites. Il est significatif que ces Brutis s'allièrent aux Carthaginois en lutte contre Rome, au cours d'un des plus importants épisodes de la lutte contre le Sud et le Nord. C'est pourquoi ils furent ensuite condamnés à des travaux serviles. En Inde, ainsi que nous l'avons vu, l'aristocratie des Aryas s'oppose en tant que souche aryenne dominatrice à la caste servile de souche aborigène. On peut voir à Rome avec beaucoup de vraisemblance quelque chose de semblable dans l'opposition entre les patriciens et les plébéiens, et selon une heureuse expression, considérer les plébéiens comme les Pélages de Rome. D'innombrables exemples montrent que la plèbe romaine se réclama principalement du principe maternel, féminin et matériel, tandis que le patriarcat tira du droit paternel sa dignité supérieure. C'est par cette partie féminine et matérielle que la plèbe rentra dans l'État. Elle réussit finalement à participer au jus quiritium, mais non aux attributions politiques et juridiques liées au chrisme supérieur propre aux patriciens, au patrem siere passe, qui se réfère aux aïeux divins, divi parentes, que seul le patricia possède, et non la plèbe, considérée comme composée de ceux qui ne sont que les fils de la terre. Même sans vouloir établir une relation ethnique directe entre les Pélages et les Étrusques, ces derniers, dont certains voudraient faire de Rome à maints égards la débitrice, présentent les traits d'une civilisation tellurique et tout au plus lunaire sacerdotale, que rien ne saurait identifier avec la ligne centrale et l'esprit de la romanité. Il est vrai que les Étrusques, comme du reste les Assyriens et les Chaldéens, connurent au-delà du monde tellurique de la fertilité et des mers de la nature, un monde ouranien de divinités masculines, dont Tinia était le seigneur. Toutefois, ces divinités sont très différentes des divinités olympiennes. Elles ne possèdent aucune réelle souveraineté. Elles sont comme des ombres sur lesquelles règne une puissance occulte innommable qui pèse sur tout et plie tout sous les mêmes lois, celles des dus superiores et involuti. Ainsi, l'ouranisme étrusque, à travers ce thème fataliste, donc naturaliste, trahit, tout comme la conception pélagienne de Zeus engendré et soumis au Styx, l'esprit du Sud. On sait en effet que d'après celui-ci, tous les êtres, même les êtres divins, sont subordonnés à un principe qui, tout comme le sein de la terre, a horreur de la lumière, et exerce un droit souverain sur tous ceux qui en naissent à une vie contingente. Ainsi réapparaît l'ombre de cette Isis qui avertit « Personne ne pourra dissoudre ce qu'elle a érigé en loi », et de ces divinités féminines helléniques, créatures de la nuit et de l'érèbe, incarnant le destin et la souveraineté de la loi naturelle, cependant que l'aspect démonique et la sorcellerie, qui jouèrent, comme nous l'avons vu, un rôle non négligeable dans la culte étrusque, sous des formes qui contaminèrent les thèmes et les symboles solaires eux-mêmes, témoignent de l'influence qu'exerçait dans cette civilisation l'élément préarien, même sous ses aspects les plus bas. En réalité, tel qu'il apparaît au temps de Rome, l'Étrusque a peu de traits en commun avec le type héroïco-solaire. Il ne sut jeter sur le monde qu'un regard triste et sombre. En plus de la terreur de l'outre-tombe, pesait sur lui le sentiment d'un destin et d'une expiation qui allait jusqu'à lui faire prédire la fin de sa propre nation. L'union du thème de l'Héros avec celui de la mort se retrouve en lui d'une façon caractéristique. L'homme jouit avec une frénésie voluptueuse de la vie qui fuit, vacillant parmi les extases où affleurent les forces inférieures qu'il sent partout. Les chefs sacerdotaux des clans étrusques, les Lucumons, se considéraient eux-mêmes comme les fils de la terre. Et c'est à un démon tellurique, Tagès, que la tradition attribue l'origine de la discipline étrusque ou arupicine de ces sciences, dont les livres pénétraient de peur et d'horreur ceux qui les approfondissaient, et qui au fond, même sous leur aspect le plus élevé, appartiennent au type de science fatalistique au lunaire de la sacerdotalité chaldéenne, passée ensuite aux Hittites, et avec laquelle la science des aruspices trahit d'évidentes analogies, même du point de vue de la technique de certains procédés.
Le fait que Rome put accueillir une partie de ces éléments qu'à côté de la science augurale dont les patriciens avaient le privilège, elle fit une place aux aruspices étrusques et ne dédaigna pas de les consulter. Ce fait, même si l'on tient compte du sens différent que les mêmes choses peuvent avoir quand elles sont intégrées dans le cadre d'une civilisation différente, révèle un compromis et une antithèse qui demeurèrent souvent latents au sein de la romanité, mais se manifestèrent toutefois dans un certain nombre de cas. En réalité, la révolte contre les Tarquins fut une révolte de la Rome aristocratique contre la composante étrusque. L'expulsion de cette dynastie était célébrée tous les ans à Rome par une fête qui rappelle celle par laquelle les Iraniens célébraient la Magophonia, c'est-à-dire le massacre des prêtres mèdes qui avaient usurpé la royauté après la mort de Cambyse. Le Romain, tout en le craignant, eut toujours de la méfiance pour l'aruspice, presque comme pour un ennemi occulte de Rome. Parmi de nombreux épisodes qui sont à cet égard caractéristiques, on peut citer celui des aruspices qui, par haine de Rome, veulent que la statue d'Horatius Coclès soit enterrée. Celle-ci est placée malgré eux à l'endroit le plus élevé et, contrairement aux prédictions, des événements favorables pour Rome se produisent. Accusés de trahison, les aruspices avouent et sont exécutés. Sur ce fond de populations italiques originelles, liées à l'esprit des anciennes civilisations méridionales, Rome se détache donc en manifestant une nouvelle influence qui leur est irréductible. Mais cette influence ne peut se développer qu'à travers une lutte âpre, intérieure et extérieure, à travers une série de réactions, d'adaptations et de transformations. En Rome s'incarne l'idée de la virilité dominatrice. Elle se manifeste dans la doctrine de l'État, de l'auctoritas et de l'imperium. L'État, placé sous le signe des divinités olympiennes, en particulier de Jupiter capitolin, détaché, souverain, sans généalogie, sans filiation et sans mythe naturaliste, n'est pas séparé à l'origine de ce mystère initiatique de la royauté, aditum et initia regis, qui fut déclaré inaccessible à l'homme ordinaire. L'impérium est conçu dans le sens spécifique et non hégémonique et territorial de pouvoir, de force mystique et redoutable de commandement, possédée non seulement par les chefs politiques, chez qui elle garde son caractère intangible malgré le caractère souvent irrégulier et illégitime des techniques d'accession au pouvoir, mais aussi par le patricien et par le chef de famille. Telle est la spiritualité que reflète aussi le symbole ario-romain du feu, la sévérité du droit paternel et en général un droit que Vico put qualifier à juste titre d'héroïque. Dans un domaine plus extérieur, elle inspirait l'éthique romaine de l'honneur et de la fidélité, si intensément vécue qu'elle caractérise selon Tite-Live le peuple romain, alors que le barbare se distingue au contraire par l'absence de fides, par une soumission à la contingence de la fortune, ce qui est en outre caractéristique chez le romain des origines. C'est une perception du surnaturel comme noumen, c'est-à-dire comme pouvoir plutôt que comme Deus, où il faut voir la contrepartie d'une attitude spirituelle spécifique. Non moins caractéristiques sont l'absence de pathos, de lyrisme et de mysticisme à l'égard du divin, l'exactitude du rite nécessaire et nécessitant la clarté du regard. Thèmes qui correspondent à ceux de la première période védique, chinoise et iranienne, ainsi qu'au rituel olympique achéen du fait qu'ils se réfèrent à une attitude virile et magique. La religion romaine typique se méfia toujours des abandons de l'âme et des élans de la dévotion, et réfréna au besoin, par la force, tout ce qui éloigne de cette dignité grave qui convient au rapport d'un civisme rornanus avec un dieu. Bien que l'élément étrusque cherchât à exercer son emprise sur les couches plébéennes, en diffusant le pathos de représentations effrayantes de l'au-delà, Rome, dans sa meilleure partie, resta fidèle à la vision héroïque, semblable à celle que connut originellement l'Hellade. Elle eut ses héros divinisés, ou sémones, mais connut aussi des héros mortels impassibles, à qui l'outre-tombe n'inspirait ni espérance ni crainte, rien qui puisse altérer une conduite sévère fondée sur le devoir, la fidesse, l'héroïsme, l'ordre et la domination. À cet égard,
la faveur accordée par les Romains à l'épicuréisme de Lucrèce est significative car l'explication par des causes naturelles vise également à détruire la terreur de la mort et la peur devant les dieux, à libérer la vie, à lui fournir le calme et la sécurité. Même dans des doctrines de ce genre subsistait toutefois une conception des dieux conforme à l'idéal olympien, des essences impassibles et détachées qui apparaissent comme un modèle de perfection pour le sage. Si, par rapport à d'autres peuples tels que les Grecs et même les Étrusques, les Romains à l'origine firent presque figure de barbares, un tel manque de culture cache, comme chez certaines populations germaniques de la période des invasions, une force plus originelle, agissant selon un style de vie par rapport auquel toute culture de type citadin présente des traits problématiques, sinon même de décadence et de corruption. C'est ainsi que le premier témoignage grec dont on dispose sur Rome est celui d'un ambassadeur qui avoue que le Sénat romain, où il pensait se trouver dans une réunion de barbares, lui était apparu au contraire comme une assemblée de rois. Dès les origines, par des voies invisibles, apparurent à Rome des signes secrets de traditionnalité tels que le signe du centre, la pierre noire de Romulus placée à l'entrée de la voie sacrée, tels que le 12 fatidique et solitaire correspondant au nombre des vautours qui assurèrent à Romulus le droit de donner son nom à la nouvelle cité, au nombre des licteurs et des verges du faisceau, où l'on retrouve dans la hache le symbole même des conquérants hyperboréens, au nombre assigné par Numa aux Ancilia, Pignoria, Imperi, et aux autels du culte archaïque de Janus, tels que l'aigle qui consacré à Jupiter, dieu du ciel lumineux, et en même temps un signe des légions, est aussi un des symboles ariens de la gloire immortalisante. Raison pour laquelle on pensa que c'est sous la forme d'un aigle que les âmes des Césars se libéraient du corps pour passer dans l'immortalité solaire. Tels que le sacrifice du cheval correspondant à l'Ashvamedha des Ariens de l'Inde, et bien d'autres éléments d'une tradition sacrée universelle. Malgré cela, ce sera l'épopée, l'histoire même de Rome, plus que les théories, les religions ou les formes de culture, qui exprimera le mythe le plus vrai de Rome, qui parlera de la façon la plus immédiate, comme à travers une série de grands symboles sculptés par la puissance dans la substance même de l'histoire, de la lutte spirituelle qui forgea le destin et la grandeur de Rome. Chaque phase du développement de Rome se présente en réalité comme une victoire de l'esprit héroïque arien. C'est lors des plus grandes tensions historiques et militaires que cet esprit brilla de l'éclat le plus vif, alors même que Rome se trouvait déjà altérée, notamment à cause des influences exogènes et du ferment plébéien. Dès les origines, certains éléments du mythe cachent un sens profond et indiquent en même temps les deux forces qui sont en lutte à Rome. Tel est le cas de la tradition selon laquelle Saturne Chronos, le dieu royal du cycle d'or primordial, aurait créé Saturnia, considérée tantôt comme une ville et tantôt comme une forteresse située à l'endroit où Rome devait surgir, et aurait été considérée également comme une force latente, présente dans le Latium. En ce qui concerne la légende de la naissance de Rome, le thème du couple antagoniste s'annonce déjà avec Numitor et Amulius, celui-ci semblant incorporer le principe violent dans sa tentative d'usurpation à l'égard de Numitor, qui correspond, lui, dans une large mesure, au principe royal et sacré. La dualité se retrouve dans le couple Romulus-Rémus. Il s'agit avant tout ici d'un thème caractéristique des cycles héroïques. Les jumeaux auraient été engendrés par une femme, par une vierge gardienne du feu sacré, à laquelle s'unit un dieu guerrier, Mars. Il s'agit en second lieu du thème historico-métaphysique des sauvés des eaux. En troisième lieu, le figuier ruminal sous lequel les jumeaux se réfugient correspond du fait que dans l'ancienne langue latine ruminus, rapporté à Jupiter, désignait sa qualité de nourrisseur au symbole général de l'arbre de vie et à la nourriture surnaturelle qu'il procure. Mais les jumeaux sont aussi nourris par la louve. Nous avons déjà indiqué le double sens du symbolisme du loup, non seulement dans le monde classique, mais aussi dans le monde celtique et nordique. L'idée du loup et celle de la lumière se trouvent souvent associées, si bien que le loup n'est pas sans rapport avec l'Apollon hyperboréen lui-même. D'autre part, le loup exprime aussi une force sauvage, quelque chose d'élémentaire et de déchaîné. Nous avons vu que dans la mythologie nordique,
l'âge du loup, est celui des forces élémentaires en révolte. Cette dualité latente dans le principe qui nourrit les jumeaux correspond au fond à la dualité de Romulus-Rumus, semblable à la dualité d'Osiris-Seth, de Cain-Abel, etc. Alors qu'en effet Romulus, en traçant les limites de la cité, donne à cet acte le sens d'un rite sacré et d'un principe symbolique d'ordre, de limite, de loi, Remus, au contraire, outrage cette délimitation et, pour cette raison, est tué. C'est là le premier épisode, comme le prélude d'une lutte dramatique, lutte intérieure et extérieure, spirituelle et sociale, en partie connue, en partie enfermée dans des symboles muets, le prélude de la tentative de Rome de faire ressurgir une tradition universelle de type héroïque dans le monde méditerranéen. Déjà l'histoire mythique de la période des rois indique l'antagonisme entre un principe héroïco-guerrier et aristocratique et l'élément correspondant aux plébéiens, au pélage de Rome, tout comme à la composante lunaire sacerdotale et ethniquement étrusco-sabine, antagonisme qui s'exprima même en termes de géographie mystique avec le Palatin et l'Aventin. C'est du Palatin que Romulus aperçoit le symbole des 12 vautours lui conférant la primauté sur Remus, qui lui a pour mont l'Aventin. Après la mort de Remus, la dualité semble renaître sous forme de compromis entre Romulus et Tatius, roi des Sabins, qui pratiquaient un culte à prédominance tellurico-lunaire. Et à la mort de Romulus éclate la lutte entre les Albins, souches guerrières de type nordique, et les Sabins. Selon l'ancienne tradition italique, c'est d'ailleurs sur le Palatin qu'Hercule aurait rencontré le bon roi Évandre, qui élèvera significativement, sur le même Palatin, un temple à la victoire, après avoir tué Cacus, fils du dieu pélagien du Feuctonien, et élevé dans sa caverne, située dans l'Aventin, un autel au dieu olympien. Cet Hercule, en tant qu'Hercule triomphal, ennemi de Bonadea, sera hautement significatif, de même que Jupiter, Mars, et plus tard Apollon, en tant qu'Apollon sauveur, du thème de la spiritualité ouranico-virile romaine en général, et sera célébré dans des rites dont les femmes étaient exclues. Du reste, l'Aventin, le mont de Cacus, abattu, de Rémus tué, et aussi le mont de la déesse, où s'élève le temple principal de Diane Lune, la grande déesse de la nuit, temple fondé par Servius Tullius, le roi au nom plébéien et ami de la plèbe. C'est sur l'Aventin que celle-ci, en révolte contre le patriciat sacré, se retire. C'est là que se célèbrent en l'honneur de Servius les fêtes des esclaves. C'est là que se créent d'autres cultes féminins, comme ceux de Bonadea, de Carmenta, en 392, celui de Luna Regina apporté par Véies, vaincu, et qu'à l'origine les Romains n'aimaient guère, ou des cultes tellurico-virils comme celui de Faunus. À la série des rois légendaires de Rome correspond une série d'épisodes de la lutte entre les deux principes. Après Romulus, transformé en héros sous le nom de Quirinus, le dieu invincible, dont César lui-même se considéra presque comme une incarnation, réapparaît en la personne de Numa, le type lunaire du prêtre royal étrusco-pélagien dirigé par le principe féminin, l'égérie, et avec lui s'annonce la scission entre le pouvoir royal, le pouvoir sacerdotal. Chez Tullius Hostilius, au contraire, on constate les signes d'une réaction du principe viril proprement romain, opposé au principe étrusco-sacerdotal. Il apparaît surtout en effet comme le type de l'impérator, du chef guerrier, et s'il périt pour avoir gravi l'autel et fait descendre la foudre du ciel comme les prêtres avaient l'habitude de le faire, cela peut signifier symboliquement une tentative de réintégration sacrée de l'aristocratie guerrière. A l'inverse, avec la dynastie étrusque des Tarquins, ce sont les thèmes de la prééminence féminine et de la tyrannie favorisant les couches plébéennes contre l'aristocratie qui y s'entremêle étroitement à Rome. C'est donc à un tournant fondamental de l'histoire que celui de la révolte de la Rome patricienne en 509 avant Jésus-Christ. Servius tué, elle chasse le second Tarquin, met fin à la dynastie étrangère et rompt le lien de la civilisation précédente, presque en même temps que se produit l'expulsion des tyrans populaires et la restauration dorienne à Athènes. Après cela, il n'importe guère de suivre les luttes internes,
les multiples épisodes de la résistance patricienne et de l'usurpation plébéienne à Rome. En fait, le centre se déplace graduellement de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qu'il faut considérer, ce sont au moins les compromis auxquels correspondirent certaines institutions et certaines lois jusqu'à l'époque impériale, que ce mythe constituait, comme nous l'avons dit, par le processus historique de la grandeur politique de Rome. En effet, malgré la subsistance ou l'infiltration dans la trame de la romanité d'un élément hétérogène méridional, les puissances politiques où cet élément s'était affirmé de la façon la plus caractéristique ne furent pas épargnées. Elles furent inexorablement détruites ou ployées sous une civilisation différente, antithétique et d'un niveau plus élevé. Que l'on songe en effet à l'extraordinaire et significative violence avec laquelle Rome abattit les centres de la civilisation précédente, surtout étrusques, souvent jusqu'à effacer presque entièrement toute trace de leur puissance, de leur tradition et même de leur langue, comme Albe, Véès, la ville de Juno Regina, Tarquinia et Lucomania furent rayées l'une après l'autre de l'histoire. Il y a là comme un élément fatidique, même s'il fut agi plus que pensé et voulu par une race qui conserva toujours cependant le sentiment de devoir aux forces divines, sa grandeur et sa fortune. Et Capoue, centre de mollesse et d'opulence méridionale, personnification de la culture de la Grèce esthétisée, aphrodisiée, qui avait cessé d'être dorienne de cette culture qui devait pourtant séduire et amollir une grande partie du patriciat romain, Capoue tombe aussi. Mais c'est surtout dans les guerres puniques, dans la forme muette de réalité de puissance politique, que les deux traditions se rencontrent. Avec l'anéantissement de Carthage, la ville de la déesse Astarté Tanite et de la femme royale Didon, qui avait déjà essayé de séduire l'aïeul légendaire de la noblesse romaine, on peut dire avec Bachoff que Rome déplace le centre de l'Occident historique, le fait passer du mystère tellurique au mystère ouranien, du monde lunaire des mers au monde solaire des pères. Et le germe originel et invisible de la race de Rome façonne intimement la vie avec un ethos et un droit qui consolide cette orientation malgré l'action incessante et subtile de l'élément adverse. En réalité, la loi romaine du droit des armes conquérantes, jointe à l'idée mystique de la victoire, représente l'antithèse la plus nette par rapport au fatalisme étrusque et à tous les abandons contemplatifs. On affirme l'idée virile de l'État, contraire à toutes les formes hiératico-démétriennes, mais comportant cependant dans chacune de ces structures la consécration propre à un élément rituel et sacré. Et cette idée fortifie l'âme intime, situe la vie entière sur un plan nettement supérieur à celui de toutes les conceptions naturalistes. L'ascèse de l'action se développe dans les formes traditionnelles dont nous avons déjà parlé. Elle pénètre d'un sens de discipline et de tenue militaire jusqu'aux articulations des associations corporatives. L'agence et la famille sont constituées selon le droit paternel, le plus strict. Au centre, les paresses, prêtres du feu sacré, arbitres de justice et chefs militaires de leur gens, de leurs esclaves et de leurs clients, éléments fortement individualisés de la formation aristocratique du Sénat. Et la civitas elle-même, qui est la loi matérialisée, n'est que rythme, ordre et nombre. Les nombres mystiques, 3, 12, 10 et leurs multiples, sont à la base de toutes ces divisions politiques. Bien qu'elle n'ait pas su se soustraire à l'influence des livres sibyllins, introduits semble-t-il par le second Tarquin, livre qui représente précisément l'élément asiatique mêlé à un hellénisme bâtard et prépare le rite plébéien en introduisant dans l'ancien culte patricien fermé de nouvelles et équivoques divinités, Rome a su réagir chaque fois que l'élément ennemi se manifestait ouvertement et menaçait vraiment sa réalité la plus profonde. On voit ainsi Rome combattre les envahissements bacchico-aphrodisiens et proscrire les bacchanales, se méfier des mystères d'origine asiatique qui polarisaient désormais autour d'eux un mysticisme malsain, ne tolérer les cultes exotiques parmi lesquels se glissait avec insistance le thème chtonien et celui des mers, que dans la mesure rigoureuse où il n'exerçait aucune influence nuisible sur un mode de vie virilement organisé.
La destruction des livres apocryphes de Numa Pompilius et le bannissement des philosophes, particulièrement des pythagoriciens, ne sont pas seulement dus à des motifs politiques et contingents, ils ont des raisons plus profondes. De même que les résidus étrusques, le pythagorisme, dont l'apparition en Grèce correspond à une reviviscence pélagienne, peut être considéré, par sa réévocation nostalgique de figures de déesses telles que Rhea, Déméter et Hestia, par son esprit lunaro-mathématique, par sa coloration panthéiste, par le rôle spirituel qu'il reconnaît à la femme, malgré la présence d'éléments de type différents, comme la ramification d'une civilisation démétrienne purifiée, en lutte contre le principe opposé agissant à présent en tant qu'esprit invisible de la romanité. Il est significatif que les auteurs classiques aient vu une relation étroite entre Pythagore et les Étrusques, et que les commentaires proscrits des livres de Numa Pompilius tendirent précisément à établir cette relation et à rouvrir les portes sous le masque d'un prétendu traditionnalisme à l'influence antithétique, anti-romaine, pélagico-étrusque. D'autres événements historiques qui, du point de vue d'une métaphysique de la civilisation, ont également une valeur de symbole, sont la chute de l'Empire isiaque de Cléopâtre et la chute de Jérusalem. Ce sont de nouveaux tournants de l'histoire intérieure de l'Occident qui s'accomplit à travers la dynamique d'antithèse idéale se reflétant dans les luttes civiles elles-mêmes, car chez un Pompée, chez un Brutus, chez un Cassius et chez un Antoine, on peut reconnaître le thème du Sud dans la tentative tenace mais vaine de freiner et de vaincre la nouvelle réalité. Si Cléopâtre est un symbole vivant de la civilisation aphrodisienne, dont Antoine subit l'influence, César incarne au contraire le type ario-occidental du dominateur. Ces paroles fatidiques « Dans ma lignée on trouve la majesté des rois qui, parmi les hommes, l'emportent par la puissance et le caractère sacré des dieux, entre les mains desquels se trouve le pouvoir des rois », annonce déjà la réaffirmation, à Rome, de la plus haute conception de l'impérium. En réalité, déjà avec Auguste qui, aux yeux de la romanité, incarnait le noumen et l'éternitas du fils d'Apollon Soleil, s'était rétabli univoquement l'unité des deux pouvoirs, parallèlement à une réforme tendant à remettre en vigueur les principes de l'ancienne religion ritualiste romaine, en face de l'envahissement des cultes et des superstitions exotiques. Ainsi se réalise un type d'État qui, tirant sa légitimation de l'idée olympico-solaire, devait naturellement tendre à l'universalité. En fait, l'idée de Rome finit par s'affirmer au-delà de tout particularisme, non seulement ethnique, mais aussi religieux. Une fois le culte impérial défini, il respecta et accueillit dans une sorte de féodalisme religieux les différents dieux correspondant aux traditions de tous les peuples compris dans l'œcumène romain. Mais au-dessus de chaque religion particulière et nationale, il fallait témoigner d'une fides supérieure, liée précisément au principe surnaturel incarné par l'empereur ou par le génie de l'empereur et symbolisé aussi par la victoire en tant qu'être mystique, vers la statue de laquelle le Sénat se tournait lorsqu'il prêtait le serment de fidélité. À l'époque d'Auguste, l'ascèse de l'action, soutenue par un élément fatidique, avait créé un corps suffisamment vaste pour que l'universalité romaine eût une expression tangible et donna son chrisme à un ensemble complexe de populations et de races. Rome apparut comme génitrice d'hommes et génitrice de Dieu, avec des temples où l'on n'est pas loin du ciel et qui, de divers peuples, avaient fait une seule nation. La Pax Augustae Profunda sembla peu à peu atteindre, comme Pax Romana, les limites du monde connu. Ce fut comme si la tradition dut encore une fois renaître dans les formes propres à un cycle héroïque. Il sembla que fut mis fin à l'âge de fer et que s'annonça le retour de l'âge primordial, l'âge de l'Apollon hyperboréen. Le dernier âge de la prophétie de Cumès est enfin arrivé, chantait Virgile. Voici que renaît intact le grand ordre des siècles. La Vierge revient, Saturne revient, et une nouvelle génération descend des hauteurs des cieux. Daigne, ô chaste Lucine, aider à la naissance de l'enfant avec laquelle finira la race du fer et s'élèvera sur le monde entier la race d'or.
et voilà ton frère Apollon régnera. La vie divine recevra l'enfant que je chante, et verra les héros se mêler aux dieux, et lui-même à eux. » Cette sensation fut si puissante qu'elle devait encore s'imposer plus tard, élever Rome à la hauteur d'un symbole suprahistorique, et faire dire aux chrétiens eux-mêmes que, tant que Rome restera sauvée intacte, les convulsions effrayantes du dernier âge ne seront pas à craindre, mais que le jour où Rome tombera, l'humanité sera proche de son agonie.